Pablo Emilio Escobar, l'homme qui pesait 30 milliards de dollars, celui qui a réussi à monter un empire entier de la drogue. On le retrouve dans des films, des séries et des livres, il est devenu mondialement connu comme étant le trafiquant le plus controversé et le plus dangereux de l'histoire. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons nous arrêter sur une toute petite partie de sa vie qui se situe sur une toute petite île des Caraïbes qui renferme le plus grand regret de la vie de l'homme qui pouvait tout posséder. Une zone d'ombre perdue au milieu d'une mer remplie d'histoire. Voici le secret d'El Patron, l'Isla Grande. What's up Penevros, une chaîne sur le trafic universel qui attend 6 mois pour vous parler de Pablo Escobar? Moi j'y vois une arnaque. Mais nous y sommes et aujourd'hui on s'attaque à un gros bout de l'histoire du trafic de cocaïne avec Escobar que j'ai décidé de vous présenter d'une certaine façon. C'est pourquoi aujourd'hui on va parler de sa mystérieuse île qui l'a transformée en repère à mécréants, mais pas que. Nous sommes en 1977, à l'apogée de ce qu'était Pablo Escobar. En statistiques, ça nous donne CEO du cartel de Medellín, 20 milliards de dollars de recettes annuelles, 80% du contrôle du trafic de cocaïne mondial et l'entièreté des politiques colombiens dans ses combines. Et nous nous arrêtons sur la région la plus exotique du monde, les Caraïbes. Vous connaissez forcément au moins une île de cet archipel, que ce soit l'île de la Tortuga, Cuba, la Jamaïque ou encore celle-ci, nul doute sur celle-ci. Mais pour bien comprendre le cas d'Isla Grande, il est important de vous présenter d'autres de ses possessions. C'est pourquoi, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter 4 de ses grands repères. D'ailleurs, petite coupure, juste pour vous rappeler qu'au-delà d'être un mythique baron de la drogue, Pablo Escobar, c'est avant tout un meurtrier et un pédophile. Donc même si vous êtes fasciné par son histoire, gardez en tête que c'est une simple ordure, et la vidéo ne sert pas à l'encenser lui, mais plutôt l'histoire de son cartel et de son empire. On peut partir. Et on va même commencer avec la présentation de l'Isla La Maraguas, en Colombie. Bon bah 30 mètres carrés, la moins crazy du groupe puisque la Maraguas c'est vraiment 3 rochers au large des Panamas mais qui servaient de point de stockage de la drogue. Donc même si on dirait pas, imaginez une tente et quelques glacières et voilà. Et peut-être que vous allez penser que je mens mais même pas. C'est vraiment servi de ce truc pour planquer de la cocaïne. C'est fou non? Je sais pas vraiment pourquoi je m'en sers d'introduction mais je suis persuadé que ça vous a intéressé. Maintenant, à 547 km de là, et j'ai vérifié, quelque chose qui devrait un peu plus vous intéresser puisqu'on parle du plus gros complexe jamais construit par Pablo Escobar et sûrement le plus célèbre, la Hacienda Nápoles. C'est simple, il s'est fait construire une maison et 20 hectares de zoo, plus de 20 lacs artificiels, un hôtel de luxe, une dizaine de résidences secondaires, des routes, 6 piscines, une piste d'atterrissage, un héliport et des arbres exotiques. Il s'en sert de résidence, mais pas que. Il est un lieu de stockage pour la drogue qui arrive du cartel et du Chili. Il a à disposition un avion pour pouvoir livrer en cas de force majeure, mais il se sert aussi de cette place forte pour faire des pratiques bien plus criminelles que le crime, inviter des acteurs politiques et leur graisser la patte, puisque le complexe n'est qu'à 200 km de la capitale. Post-1980, le cartel pour dealer découvre les méthodes d'un célèbre passeur colombien. Et ils vont même s'allier avec lui afin de pouvoir beaucoup mieux et de façon beaucoup plus conséquente alimenter les États-Unis en cocaïne grâce à l'ingéniosité d'un homme, Carlos Leder. Ils vont de cette alliance bâtir un poste avancé. Acteur principal et future plaque tournante de la drogue, l'île de Norman's Cay, propriété des Bahamas, est à seulement quelques miles des côtes de Floride. Carlos, c'est pas un dealer. Lui, c'est un transporteur. Et en s'alliant avec le cartel de Medellín, il sait qu'il va pouvoir prospérer son business. À eux deux, ils gavent les autorités et les politiques bahaméennes pour qu'ils ferment entièrement les yeux sur leurs affaires. Et grâce à ça, ils peuvent aménager une super île dotée d'un aéroport avec une piste de plus d'1 kilomètre de long qui va pouvoir entre 1980 et 1983 couvrir des centaines de vols et livrer en moyenne 250 kilos quotidiens de drogue en Amérique. Et c'est là que Pablo, qui de base galérait à faire entrer ses mules et à faire atterrir ses avions, va pouvoir quintupler ses revenus et son business va prospérer comme jamais pareil, si ça se dit. Alors, je vous parle de sa baraque, je vous parle de son île de stockage et de sa charmante base navale, mais je pense que j'ai un point qui pourrait tout autant vous intéresser puisque c'est quelque chose qui est rarement abordé. Je vais vous parler de la base de Tranquilandia, qui contrairement à ce que son nom laisse à entendre, est d'après les autorités le plus gros complexe de fabrication spécialisé dans la cocaïne. Tranquilandia, le laboratoire. Tranquilandia se situe dans une zone de jungle colombienne, de Cuaqueta, dans la région du Llanos del Yari. Pour l'instant, je ne fais que lire ce que j'ai vu parquer sur d'autres sites. C'était un labo qui était contrôlé par le cartel de Medellín. D'ailleurs, le cartel, c'est pas seulement Escobar. On comprend aussi les frères Ochoa, Gonzalo Rodriguez Gacha et notre vieil ami Carlos Leder. On retrouve le complexe utilisé pour le traitement et le trafic de drogue illicite. Et si on parle de complexe, c'est parce que Tranquilandia, c'est pas un seul laboratoire, mais c'est 19 laboratoires et 8 pistes d'atterrissage avec de multiples avions à disposition. Et c'est là, à même les arbres tropicaux en pleine jungle,
que la majorité de la cocaïne qui a envahi les États-Unis et par la suite le monde ont été conçues. Maintenant qu'on a vu ses principales places fortes, il est grand temps de vous parler de ce qui a rongé l'esprit d'Escobar. Son plus grand regret et son fabuleux échec, la forteresse d'Isla Grande. Juste avant ça, je veux juste vous remercier par rapport au retour sur la dernière vidéo. C'est très gentil à vous de prendre le temps comme ça, de vous abonner, de me soutenir. C'est super sympa. Mille merci les gars. Débordant d'oseille et de multiples arbres exotiques, il manquait au plus gros baron de la drogue une place où il pourrait assouplir tous ses désirs et tous ses péchés. C'est pourquoi il va décider de s'acheter une île. Et pour les géographeurs des vidéos de Sir Wake Up, nous sommes au nord de la Colombie, sur une archipel qui se nomme Los Islas del Rosario. Et c'est la plus grande île de cet archipel qui est près de la ville de Cartagena, si c'est bien prononcé. Une île qui appartient donc à la législation colombienne et qui respecte ses lois. Pablo, à cette époque, il a déjà un business qui tourne, mais il sait aussi que plus il devient influent, plus les autorités vont chercher à crever ce business. C'est pourquoi il part à la recherche d'un nouveau lieu de confort qui pourrait correspondre à ses activités illégales, un lieu qui pourrait lui servir de résidence privée mais aussi de lieu de transit pour sa marchandise et d'entrepôt de stockage et si possible sans trop de vis-à-vis. Isla Grande, c'est 800 habitants, 200 hectares et rien à l'horizon. C'est ici qu'il décide de bâtir son royaume. Plusieurs millions de dollars sont investis sur l'élevage de son palais. On n'attend pas moins de 300 chambres, tout accompagnées de salles de bain et de dépendance, mais aussi des piscines, des terrains de sport, des jardins exotiques, loin des polices et des médias. Des tunnels, des cachettes, sa résidence si parfaite était entièrement transformable pour devenir une base opérationnelle pour le cartel. Mais ce projet, aussi fou qu'il en paraît, n'a malheureusement jamais pu être conclu. Ce qu'il décrivait comme son paradis sur terre, son échappatoire à sa vie criminelle, aussi beau qu'il pouvait paraître, a malheureusement été abandonné. Et pour une simple raison, le baron El Patron décède en 1993. Il délaisse alors tous ses projets d'avenir et abandonne ce lieu qu'il a tant attendu à la merci de la nature, qui au fur et à mesure des années a reconquis et dissimulé maintenant ce projet d'envergure avec les derniers souhaits d'Escobar dans sa tombe. Le lieu est encore sur place, il n'a pas bougé. Il n'est pas possible de le visiter légalement. Tout est toujours possible avec quelques hors-bords et billets d'avion clandestins, mais sinon le lieu est privé. Il appartient désormais du coup à la Colombie qui a racheté l'île de Pablo après qu'il l'ait tombé. Et voilà, un des multiples vestiges que Pablo va laisser sur terre, un qui renferme encore plein de mystères et qui chaque année attise la convoitise de milliers de chercheurs d'or et de trésors qui sont persuadés que sous ce manoir au fin fond de la Colombie se cache la plus grosse partie du trésor d'El Patron, sa fortune et ses secrets qui convoitisent encore et encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas